Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Greenwood Hills, en périphérie de San Francisco, était un quartier où la perfection semblait inscrite dans les règlements de copropriété. Les pelouses, d'un vert éclatant, étaient coupées à la même hauteur exacte, les buissons taillés comme des sculptures modernes. Les maisons, toutes construites dans un style à la fois épuré et luxueux, semblaient sorties d'un catalogue d'architecture durable. Murs blancs, façades vitrées, bardages en bois clair, et panneaux solaires brillants captant le soleil de Californie. Les rues étaient silencieuses, parcourues par des voitures électriques dernier cri, Tesla, Lucide, Rivian qui glissaient sans bruit sur les routes parfaitement pavées. Même les enfants du quartier semblaient calibrés, polis, trilingues dès l'âge de 5 ans, inscrits à des programmes de codage et de yoga dès la maternelle. Il y régnait une tranquillité presque clinique, où le moindre désordre semblait déplacé, comme une tache sur un costume immaculé. C'est dans cette perfection apparente que vivait Madison Clark. Elle incarnait ce monde, cette promesse de réussite sans faille. Fille unique d'un magnate de la biotechnologie, elle avait hérité non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi de la pression invisible d'être une femme exemplaire. Élégante, toujours impeccable, elle gérait ses journées comme un chef d'orchestre gère une symphonie. Réunions, fondations caritatives, brunch caritatif, interviews sur la santé mentale des mères. Et pourtant, derrière son regard calme, se cachait un abîme. Car tout dans sa vie était sous contrôle, tout, sauf Noah. Son fils de 6 ans. Son univers le plus fragile. Noah était différent dès la naissance. Bébé silencieux, puis bambin distant, il ne répondit jamais aux appels de sa mère, ne réagit jamais aux sourires, ne chercha jamais les bras de quiconque. À 2 ans, le verdict tomba, trouble du spectre autistique, forme sévère, non verbale. Ce jour-là, Madison sentit un monde s'effondrer en elle. Pas tant à cause du diagnostic, mais parce qu'elle comprit que l'amour, aussi immense soit-il, ne suffisait pas toujours. Elle avait alors engagé les meilleurs experts du pays. Des orthophonistes renommés, des thérapeutes ABA à $300 de l'heure, des coachs sensoriels venus d'Europe. Elle avait aménagé une salle de stimulation à la maison, consulté des neurologues, essayé des régimes spéciaux, des suppléments naturels, même des technologies expérimentales. Rien. Noah restait silencieux, enfermé dans son propre monde. Parfois, il hurlait de façon soudaine, sans cause apparente. Parfois, il se balançait d'avant en arrière pendant des heures, le regard perdu dans un coin du plafond. Elle l'aimait. De tout son cœur. Mais elle se sentait épuisée, vidée, impuissante et brisée. Parce que dans un monde où l'efficacité était reine, Madison avait enfin trouvé la seule chose qu'elle ne pouvait ni contrôler, ni réparer. Chaque samedi matin, fidèle à un rituel qu'elle ne comprenait plus elle-même, elle emmenait Noah au Golden Grove Park. C'était un grand espace public, un peu plus sauvage que les parcs formatés de leur quartier. Là-bas, les arbres centenaires étendaient leurs racines noueuses sous des bancs en bois, les écureuils bondissaient librement, et les enfants, pour une fois, criaient sans qu'on les somme de se taire. Madison venait y chercher un peu d'air. Une illusion de normalité. Et, peut-être, un miracle. Ce jour-là, le ciel était clair, légèrement doré par le soleil de fin de matinée. Noah courait en rond près d'un chêne, les bras levés, comme s'il essayait de voler. Il ne prêtait attention à personne. Madison, assise sur un banc à distance, profitait d'un rare moment de calme pour consulter ses emails. Un message d'un investisseur asiatique. Un autre d'une école privée spécialisée. Elle soupira. Quand elle releva les yeux, elle le vit. Un homme, assis sur l'herbe, non loin de Noah. Noir. 35 ans environ. Il portait une veste kaki un peu élimée, des baskets poussiéreuses. À ses pieds, un sac à dos souple, usé. Il n'était pas du quartier, c'était évident. Il détonnait dans ce décor propre et polissé. Il n'avait ni enfant, ni chien, ni livre à la main. Juste lui, et ce regard posé sur Noah. Madison sentit immédiatement sa poitrine se contracter. Un élan de panique, de protection. Un inconnu, un homme, seul, si près de son fils. Elle se leva d'un bond, prête à courir. Mais elle hésita. L'homme ne bougeait pas brusquement. Il ne disait rien. Lentement, il s'accroupit, à bonne distance, sans s'imposer. Il ne tendait pas la main vers Noah, ne cherchait pas à l'attirer. Il observait.
Puis, avec une douceur presque imperceptible, il commença à imiter les gestes de l'enfant. Quand Noah tapotait le sol du bout des doigts, il fit de même. Quand Noah tournait sur lui-même, l'homme fit un tour, lentement, en silence. Madison ne pouvait pas détourner les yeux. Ce qu'elle voyait était irréel. Et puis, ce qui ne s'était jamais produit arriva. Noah s'arrêta. Il cessa de courir. Il se tourna vers l'homme. Et il le regarda. Pas longtemps. 2 secondes, peut-être 3. Mais pour Madison, c'était une éternité. Elle s'approcha, d'abord lentement, comme si elle marchait dans l'eau. Ses chaussures de sport crissaient à peine sur le gravier du sentier, mais dans sa tête, chaque pas résonnait comme un coup de marteau. Que suis-je en train de faire? Elle, Madison Clark, toujours méfiante, toujours en contrôle, toujours à distance. Et pourtant, quelque chose, cette fragilité soudaine, ce regard échangé, ce moment suspendu l'avait poussée à briser sa carapace. Arrivée à quelques mètres de l'homme, elle sentit sa voix trembler. « Excusez-moi. » Il tourna la tête vers elle. Elle remarqua alors ses yeux, profonds, sombres mais lumineux, comme s'ils avaient vu beaucoup trop de choses, mais sans jamais se refermer sur le monde. « Vous connaissez mon fils. » Elle avait voulu que la question soit posée doucement, mais elle entendit dans sa propre voix une tension, un soupçon de méfiance. L'homme se releva lentement, essuya ses mains sur son pantalon, puis secoua doucement la tête. « Non, madame. Je passais juste par là. » « Mais. » Il marqua une pause, ses yeux retournant vers Noah. « J'ai grandi avec quelqu'un comme lui. »« Mon frère, il a été. »« Il est autiste » demanda Madison, comme si le mot avait encore du mal à franchir ses lèvres, malgré toutes les fois où elle l'avait entendu. « Oui. Et non-verbal, aussi. Jusqu'à ce qu'on arrête d'essayer de le faire parler. » Il se tourna vers elle, et dans son regard, il n'y avait aucun jugement. Juste une vérité calme. Une vérité vécue. On a cessé de lui imposer notre langue. Et on a commencé à apprendre la sienne. Madison resta muette. Elle sentit ses doigts trembler légèrement autour de son téléphone, qu'elle n'avait même pas rangé. « Je suis désolée, murmura-t-elle, c'est juste que, ce genre de moment, je ne l'ai jamais vu. Il ne regarde personne, jamais. Il n'a jamais. Il l'a fait aujourd'hui. » Ils restèrent là, debout, quelques secondes, à regarder Noah qui, à présent, tapotait doucement le tronc d'un arbre. « Je m'appelle Khalil. Khalil Harris. Je vis pas très loin d'ici. Juste en bordure de Mission B. Madison. Clark. » Elle eut un petit rire nerveux. « Vous savez, je pensais être une mère qui sait tout gérer. Et je me rends compte que je ne comprends même pas mon propre fils. » Khalil hocha la tête lentement. « Ce n'est pas que vous ne comprenez pas. C'est juste que personne ne vous a donné les bons outils. Ce n'est pas vous le problème. Ce n'est pas lui non plus. C'est le système autour. » Il lui expliqua qu'il travaillait à mi-temps dans un centre communautaire pour enfants neurodivergents, qu'il animait des ateliers de musique et de mouvement libre. Il n'était pas thérapeute, il le précisa tout de suite. « Je n'ai pas de diplôme prestigieux. Mais je comprends ce silence-là. Celui qui parle autrement. » Ce jour-là, Khalil resta encore près d'1 heure. Il ne tenta pas de s'imposer à Noah. Il suivait son rythme. Quand l'enfant se mettait à courir en spirale, Khalil s'éloignait un peu, puis revenait. À un moment, Noah s'assit au sol, ramassa des feuilles, et les disposa en ligne. Khalil s'accroupit à côté, pas trop près, et ajouta, à son tour, une feuille à la file. Noah ne protesta pas. Et Madison resta là, sidérée, le cœur suspendu, comme si elle observait un miracle dont elle n'avait pas été témoin depuis la naissance de son fils. Les samedis suivants, ce qui avait été un hasard devint un rituel. Chaque semaine, Khalil arrivait avec la même veste usée, son sac à dos contenant une bouteille d'eau, un carnet, quelques figurines qu'il utilisait parfois, et une humilité désarmante. Noah, au début, l'ignorait comme tout le monde. Puis, au fil du temps, il le cherchait du regard. Il ne souriait pas, mais il s'approchait. Parfois, il s'asseyait près de lui. Une fois, sans explication, il lui tendit une brindille. Khalil le accepta sans poser de questions. Il ne dit pas merci. Il comprend que, pour Noah, ce geste était tout. Madison, de son banc, ne ratait rien. Chaque petit progrès était une révélation.
Chaque samedi était une victoire. Elle n'osait même pas y croire. Au bout d'un mois, elle osa proposer ce qu'elle n'aurait jamais imaginé proposer à un inconnu rencontré dans un parc. « Est-ce que vous accepteriez de venir passer du temps avec Noah à la maison? 2 après-midi par semaine? Évidemment, je vous paierai. Ce que vous voudrez. » Khalil eut un sourire discret. Vous savez, j'ai déjà ce que je veux. Mais si vous tenez à me payer, je ne refuserai pas. Et ainsi, Khalil entra dans leur maison. Cette maison impeccable. Murs blancs. Meubles design. Parquets huiles. Tout y était organisé, froidement beau. Mais c'était aussi une maison où Noah ne riait pas. Où il hurlait souvent. Où Madison, malgré tous ses efforts, se sentait seul. Au fil des semaines, quelque chose changea. Noah riait, parfois. Pas fort. Mais il riait. Il s'endormait plus facilement. Il attendait Khalil derrière la porte, parfois même en tenant une figurine qu'il voulait lui montrer. Et un soir, alors que Khalil venait de partir, Noah s'approcha de sa mère. Lentement. Très lentement. Il leva la main. Et du bout des doigts, il toucha son visage. Madison ne bougea pas. Les doigts de Noah glissèrent légèrement sur sa joue, comme s'il voulait la comprendre par le toucher. Comme s'il lui disait enfin « Je te vois ». Elle resta figée. Puis, quand il retourna jouer comme si de rien n'était, elle monta à l'étage, entra dans la salle de bain, et pleura toute la nuit. Pas de tristesse. Pas de fatigue. Elle pleura de gratitud. Et de soulagement. Parce que pour la première fois, elle sentit que quelque chose était en train de guérir. Un soir, après un dîner paisible où Noah s'était endormi sur le canapé, la joue posée contre l'épaule de Khalil, Madison resta silencieuse un long moment, observant les 2 silhouettes dans la lumière tamisée du salon. Il y avait dans cette image une tendresse qu'aucune thérapie, aucun traitement, aucun expert certifié n'avait su offrir à son fils. Elle se leva doucement, servit 2 tasses de thé, et s'assit en face de Khalil. « J'ai réfléchi, » dit-elle avec prudence. « J'aimerais vous proposer quelque chose. Si vous en avez envie, je pourrais financer vos études. Une école spécialisée. Pour devenir thérapeute à plein temps. Vous êtes fait pour ça. » Khalil la regarda longuement. Son visage resta paisible, mais quelque chose bougea dans son regard, une gratitude sincère, mêlée à une réserve douce. Il posa sa tasse. Merci, Madison. Vraiment. Mais, je vais refuser. Elle cligna des yeux, surprise. Pourquoi? Il haussa doucement les épaules. Je n'ai pas besoin d'un diplôme pour écouter un enfant. J'ai grandi avec quelqu'un que personne ne comprenait. On a appris à s'écouter en silence. Ce que je veux faire, ce n'est pas devenir un spécialiste. C'est ouvrir un endroit gratuit, ouvert, vivant. Pour les familles qui n'ont pas votre chance. Parce que là d'où je viens, ces enfants-là sont invisibles. Ou pire, considérés comme des problèmes à corriger. Il marqua une pause, le regard tourné vers le couloir où dormait Noah. Ils ont juste besoin d'un endroit où ils ont le droit d'être eux-mêmes. Sans qu'on veuille les changer. Un silence lourd mais lumineux s'installa. Madison sentit quelque chose se fissurer en elle, une vieille illusion, celle qu'elle pouvait tout résoudre avec de l'argent. Elle comprit alors ce qu'elle avait vraiment reçu. Ce n'était pas un service rémunéré, ni un accompagnement médicalisé. C'était un acte d'humanité. Un engagement profond. Un amour désintéressé. Et cela venait d'un homme que tant de gens, dans son entourage, n'auraient jamais regardé 2 fois. Un homme noir, sans diplôme, avec des vêtements simples et une voix posée. Un homme que certains jugeaient silencieux à tort, alors qu'il était simplement à l'écoute. Elle décida de l'aider. Mais à sa manière, à lui. 1 an plus tard, le centre Silent Bridge ouvrit ses portes dans un ancien bâtiment rénové d'Auckland. Dès l'entrée, on sentait que ce lieu n'était pas comme les autres. Les murs étaient peints de couleurs douces, les coussins posés à même le sol invitaient au repos, et des dessins d'enfants tapissaient les murs. Il n'y avait ni rangée de chaises en plastique, ni couloir froid. Juste de elle espace. De l'accueil. Du respect. On y venait pour parler, ou pour se taire. Pour jouer, dessiner, s'asseoir contre quelqu'un sans qu'on exige un mot. Il n'y avait pas de formulaire compliqué, pas de jargon. Seulement des humains, et une écoute profonde.
Madison en était la principale mécène, mais restait discrète. C'était Khalil qui portait ce lieu. Son calme, son regard sans jugement, son silence plein de sens. Il ne parlait jamais de Noah comme d'un cas. Il disait simplement, c'est un enfant. Il respire autrement. Noah, lui, y allait chaque semaine. Il ne parlait toujours pas beaucoup. Mais il riait. Il posait sa tête sur l'épaule d'autres enfants. Il peignait des formes étranges, belles, pleines de mouvements. Il touchait les feuilles, les visages, les textures. Il vivait. Le jour de l'inauguration officielle, devant une petite foule de parents, d'enfants, d'amis et de curieux, Madison prit la parole. Elle était émue, mais droite. Elle portait une robe simple, sans éclat, parce qu'elle voulait qu'on écoute ses mots et non son apparence. J'ai dépensé des fortunes pour aider mon fils. J'ai consulté les meilleurs spécialistes, payé des centres hors de prix. Mais c'est un homme sans diplôme, que personne ne voulait vraiment écouter, qui a vu mon enfant. Vraiment vu. Ce centre, c'est son œuvre. C'est sa vision. Elle se tourna vers Khalil. Et pour lui, je vous demande d'ouvrir les yeux. Parce que parfois, ceux qui ont le plus à donner sont ceux qu'on ne regarde jamais. Une émotion palpable traversa l'assemblée. Certains parents pleuraient en silence. Khalil, lui, ne dit rien pendant un instant. Il se pencha vers Noah, lui prit la main avec douceur. Puis il s'approcha du micro, et dit, simplement. Il ne s'agit pas de les guérir. Il s'agit de les aimer comme ils sont. Un long silence suivit. Puis, des applaudissements. Des vrais. Profonds. Ce jour-là, Silent Bridge devint plus qu'un centre. Il devint un symbole. Celui d'une révolution douce, faite d'écoute, de respect, et de liens tissés dans le silence.